Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons d'abord le sommaire. C'est vendredi au Palais de la Nation, les chefs de l'État. La ségrégation raciale à la peau dure. En Afrique du Sud et particulièrement à Cape Town, les humains de peau noire ne sont plus bienvenus. Les écoles sont actuellement touchées et les parents ne savent plus où donner de la tête. Et voilà, vous avez remarqué que nos machines sont allées vite en besogne. Là, vous avez déjà perçu ou entendu la voix de Papi Katasi qui lui va nous retracer ce qui s'est passé hier. Au niveau de chez le président de la République, je veux vous dire que les consultations présidentielles se poursuivent. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a observé une trêve. Mais pendant qu'hier, vendredi, dans la soirée, il a reçu le groupe de Roger Lumbala, Kapen Eli Kanimbo et notamment Chibangu Kalala. Papi Katasi, précieux Mangonzoï. C'est vendredi au Palais de la Nation, les chefs de l'État poursuivaient avec les consultations nationales. Les groupes de personnalités composés de Roger Lumbala, Eli Kapen, de François Lumumba a été les premiers à être reçus. Pour Roger Lumbala, de la base, pour la République, le chef de l'État doit dissoudre l'Assemblée nationale. De manière unanime, nous souhaitons la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous voulons absolument que le président de la République puisse avoir une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse nommer un informateur qui va identifier une majorité et former le gouvernement. Une autre personnalité a devoir être reçue par les chefs de l'État et le professeur Chibangu Kalala. Ces praticiens de droit d'y réserver seule la primeur de leur échange au chef de l'État. Oui, en ce qui concerne l'Union sacrée pour la nation, que le président de la République envisage de mettre en place, je suis un chaud partisan de cette grande idée du président de la République. Si un jour cette union sacrée arrivait à voir le jour, je n'hésiterai pas à pouvoir en être membre. Bofassa Djema, pour le compte du groupement URP du Cash, a échangé à son tour avec le président de la République. Il a déclaré demander au chef de l'État de faire la volonté de la population. Je ne peux pas vous dire que je mettais la coalition. Mais il y a un constat, c'est que la coalition FCC Cash n'a pas produit des résultats escomptés. La coalition FCC Cash n'a pas rencontré les attentes de la population. Et le président de la République, conscient de ces paroles magiques issues de son père biologique, le peuple d'abord, il ne peut que suivre les aspirations du peuple. Célestin Vounabandi, sénateur de la République qui conduisait la délégation des élus du Nord Kivu, a évoqué avec les chefs de l'État les différentes possibilités pour requalifier la majorité actuelle à la Chambre basse du Parlement. Nous considérons que l'expérience passée a fait ses limites, a montré ses limites, et qu'il est important qu'une nouvelle majorité parlementaire soit reconfiguré, puisse se reconfigurer de telle sorte que le chef de l'État et tout son gouvernement puissent travailler dans une ambiance apaisée. Les collectifs de vice-gouverneurs dames de la RDC ont répondu à l'invitation du chef de l'État. Pour elle, la coalition FCC Cash doit être renforcée. Les caucus des députés nationaux de Kinshasa palabraient avec le chef de l'État autour de la situation politique de l'heure. Le souci du chef de l'État, ce n'est pas de requalifier la majorité. Il nous a clairement dit qu'il n'est pas là pour créer un nouveau parti politique ou encore un regroupement politique. Il a juste un souci de lancer un mouvement, un courant qui doit permettre à ce que le peuple congolais puisse se retrouver. Parmi les députés nationaux quinois, on a noté la présence de Daniel Safou. Ce que nous sommes dit, la primaire doit être réservée, n'est-ce pas, à l'ensemble du peuple congolais.
Attendez les jours où le président va communiquer, n'est-ce pas, à la nation. Les Quinois réunis au sein de l'ASBEL Banakin apportent leur soutien à l'idée de l'union sacrée telle que voulue par le chef de l'État. Claude Ngita s'exprime. Avec le chef de l'État, nous lui avons témoigné notre soutien, notre engagement par rapport à l'objectif qu'il poursuivait. À titre de rappel, les consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visent la refondation et surtout la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Coopération militaire entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'hier, les Quinoises et Quinois ont suivi un meeting aérien de pilotes des armées de ces deux républiques sœurs à partir de l'aéroport international de Njili. On fait le point avec la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et l'Angola entretiennent des relations politiques et militaires exemplaires. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a multiplié les rencontres avec son homologue Joao Lourenço. C'est pour matérialiser la détermination de deux chefs d'État d'intensifier leur coopération militaire et sécuritaire que des avions des chasses de l'armée de l'air des forces armées angolaises ont survolé ce vendredi les ciels de Kinshasa. Après seulement 15 minutes de vol entre Luanda et Kinshasa, les deux Sukhoi 30K ont atterri à l'aéroport militaire de Njili en présence des hauts responsables des services de défense et de sécurité des deux pays. Les deux parties ont eu des explications techniques sur les performances de ces monstres déserts. À travers ces meetings aériens, l'Angola confirme son soutien politique et militaire à la RDC, un motif de fierté pour les FARDC. Vous voyez derrière nous les avions de chasse venus de la République sœur d'Angola. Mais je vous dis d'emblée que ces avions sont venus de l'Angola, pays frère, pour participer au meeting aérien. Ils ont commencé depuis ce matin aux côtés des avions de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement de la force aérienne. Ils vont faire le meeting, ils ont déjà fait 3 tours à côté de l'hélicoptère de reconnaissance qui a atterri depuis le matin, mais également avec l'Antonov 72 qui avait amené auparavant une importante délégation. Et donc, ces avions que vous voyez derrière, ce sont des vecteurs de décision, mais également vecteurs de victoire sur les théâtres de combat. Et ces avions sont venus magnifier la coopération, magnifier l'entente parfaite qui caractérise les relations entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Évidemment, elle découle de la volonté politique exprimée par les chefs d'État des deux pays, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, mais également le président de la République angolaise. Ils ont décidé dans le communiqué conjoint sanctionnant la fin de leur rencontre la semaine en cours que dans le cas de l'assistance mutuelle, mais également de la coopération, qu'il y ait un meeting aérien aujourd'hui 20 novembre 2020 ici à Kinshasa, à l'aéroport international d'Njili. Avions supersoniques, ces Sukhoi 30K des dernières générations et d'autres avions de combat sont à la disposition des FARDC qui peuvent les utiliser chaque fois que de besoin. Avec une autonomie de 4 heures de vol, ces avions de chasse peuvent étendre leur autonomie jusqu'à 7 heures après un approvisionnement dans les airs. Cette coopération militaire marque un pas de plus dans la montée en puissance des FARDC au niveau africain. Au cours de la semaine qui s'achève, il faut dire que la justice militaire a fonctionné comme d'habitude avec la tenue en série des audiences à la haute cour militaire par exemple. Les juges d'appel a accordé la liberté provisoire aux prévenus, commissaire supérieur adjoint Ungala Mukalai Dodé, poursuivi pour non-assistance à personne en danger. On fait le point avec Sylvain Kapombobo Sengele. Condamné autrefois à 3 ans de servitude pénale principale par la cour militaire de l'ex-province du Katanga pour non-assistance à personne en danger, les prévenus commissaires supérieurs adjoints Ungala Mukalai Dodé, en état d'arrestation, peut désormais se promener en homme libre, mais sous condition, avant que la haute cour militaire puisse se prononcer de manière définitive sur son sort. La haute juridiction militaire a, à l'audience de ce jeudi 19 novembre 2020,
accéder à la demande de la défense du prévenu, tendant à obtenir d'elle la mise en liberté provisoire de son client. Statuant avant dire droit, se déclare compétent de connaître la requête de mise en liberté provisoire lui soumise, la reçoit, ordonne en conséquence la mise en liberté provisoire du requérant aux conditions ci-après. Ne pas quitter la ville de Kinshasa, ne pas se retrouver dans les aéroports, ports et autres postes frontaliers. Au cours de la même audience, le ministère public a fait son réquisitoire. Il a demandé à la haute cour de reconduire l'œuvre du premier juge en condamnant les prévenus Ungala non pas à 3 ans, mais plutôt en réduisant la peine à 12 mois de servitude pénale principale. Il ne reste qu'à la défense de présenter sa plaidoirie à l'audience prochaine prévue pour le jeudi 26 novembre 2020. Siégeant en chambre foraine à la prison militaire d'Endolo, dans la commune de Barumbu, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui juge les 14 prévenus militaires des FARDC accusés de viol et violation des consignes en République centrafricaine, a appelé le mardi 17 novembre toutes les 14 causes opposant le ministère public à 16 éléments du bataillon FOMAC du contingent de la RCA. Le tribunal, présidé par le major magistrat Tumuna Chin-Chang, a interrogé en premier les prévenus premier sergent Bowaï Mondiba Guilin sur les faits lui reprochés par le ministère public. Mais ces derniers les a tout simplement niés. Le tribunal a renvoyé cette cause pour les conclusions des parties. Aussi, le prévenu sergent-major Mousseno Chilaï, poursuivi pour les mêmes préventions, a été lui aussi entendu par le tribunal. Il a reconnu avoir été à la cité pour chercher de l'eau, et cela après avoir reçu l'autorisation verbale de sa hiérarchie. Allégation non soutenue par l'organe poursuivant. Pour une petite histoire dans cette affaire, le gouvernement RD congolais avait envoyé en 2013 un bataillon des éléments des FARDC déployés à Batanga Fort, Bambari et Kwango en République centrafricaine dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. À en croire l'organe accusateur, dépêché particulièrement à Bambari en 2016, quelques militaires du contingent congolais avaient commis des abus sexuels sur certaines filles et femmes centrafricaines. Venons-en à cette mission de contrôle du parc agricole de Bukangalonzo. Nous sommes dans la province du Kwango. L'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, a présenté son rapport de second semestre. Selon l'inspecteur général de finances congolais, sur les 285 millions de dollars américains décaissés par le trésor public congolais, 80 millions ont effectivement servi à ce parc. Et le pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, selon lui, a perdu 205 millions de dollars américains. 4 autres rapports ont été aussi présentés par l'inspecteur général de finances, dont nous vous proposons les détails dans ces dossiers signés par James Katamba et Sylvie Fortuné-Mboula. L'inspecteur général de finances Gilles Alinguete a présenté son rapport du second semestre 2020 qui porte essentiellement sur la mission de contrôle du parc agricole de Bukangalonzo, le contrôle de la paie des enseignants par Sekopé, la mission de contrôle de l'IDEF appelée communément GOPAS, la mission sur la dénonciation de fraude fiscale commise par un opérateur de téléphonie et la mission de contrôle de gestion de la province de l'Équateur. En ce qui concerne les parcs agro-industriel de Bukangalonzo, l'IGF responsabilise 6 personnes concernées, dont 2 couvertes par les immunités parlementaires. En effet, sur les 285 millions de dollars américains décaissés par le Trésor public, 80 millions de dollars ont réellement servi au parc agricole. Selon l'IGF, les chèques de ces projets étaient planifiés dès sa conception. La corruption a atteint des niveaux extrêmement élevé. Et vous comprenez que la lutte contre la fraude et la corruption ne sera pas facile. Chaque jour, nous vivons ça dans notre chair, dans notre corps, dans notre âme. Et nous sommes toujours en danger vis-à-vis des prédateurs de nos finances publiques. Mais, heureusement pour l'inspection générale des finances, nous bénéficions d'un grand appui de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je pense que ni cet appui,
l'inspection générale des finances aurait déjà jeté l'éponge. En ce qui concerne la paie des enseignants par Sécopé, il y a eu détournement de près de 62 milliards de francs congolais avec l'utilisation de fausses factures pour détourner le fonds mis à disposition par l'État. Affaire Gopas, de 2015 à fin 2019, le montant collecté est de 124 millions, dont 118 millions de francs congolais seulement comptabilisés, soit 6 millions non retracés. Pour la mission de contrôle des gestions de la province de l'Équateur, l'IGF note la non-comptabilisation de fonds décaissés par le gouvernement central au profit de la province pour 2,5 milliards de francs congolais, dont la moitié n'a même pas été justifiée jusqu'à ces jours. Et encore, les bradages de quelques éléments du patrimoine de la province. Nous avons établi les rapports, des rapports pour les 5 missions avec des personnes nommément citées dans les rapports pour que la justice puisse s'en occuper. Mais pour les besoins de cette communication, nous ne pouvons pas citer des personnes dès lors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Mais nous vous donnons les dégâts que ces personnes ont commis sur les trésors publics, sur les finances publiques de la République. Voilà pourquoi l'intérêt, et même là où ils sont, ils savent. Ils savent parce que nous avions eu à discuter avec eux. Ils sont venus ici, nous leur avons dit qu'est-ce qu'on les reproche. Ils ont répondu et nous leur avons dit, messieurs, vous êtes dedans et nous ferons rapport. L'inspecteur général de finances laisse donc la justice s'occuper de ces dossiers. Affaire à suivre. Et dans les cadres de préparatifs de l'élévation du président de la République démocratique du Congo au poste du président en exercice de l'Union africaine l'année prochaine, 2021, et la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en 2022, la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa et les responsables d'agences de publicité ont échangé sur les modalités pouvant donner à la ville-province de Kinshasa de moyens conséquents pour bien l'assainir. Sylvain Kapombo Bosengele. Deux grands rendez-vous attendent la République démocratique du Congo, notamment la présidence de la RDC à l'Union africaine au mois de février 2020 et l'organisation en 2022 des 9e Jeux de la francophonie. Pour ce faire, la propriété de la ville de Kinshasa doit être démise et les régies financières et les services d'assiette de la ville doivent mettre les bouchées doubles pour donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. C'est ce qui justifie la rencontre entre la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, DGPEC, et les responsables des agences de publicité. Pour la directrice générale de la DGPEC, Régine Kingunza, ce calendrier fiscal va du 1er décembre 2020 au 30 décembre 2021. Nous avons trouvé la direction de la publicité en désordre, chacun payé de sa façon. C'est pourquoi nous avons dû faire un calendrier fiscal et discuter ensemble avec les agences pour qu'on trouve un compromis d'ensemble et que chacun ait dans sa tête comment il doit payer la taxe et comment ça va se passer. L'édit calendrier comprend 5 étapes, a fait savoir le directeur général adjoint de la DGPEC, Jésus-Noël Cheke. Première étape concerne l'étape de la déclaration des dispositifs publicitaires. La deuxième étape concerne les paiements des agréments. Parce que tu ne peux pas exercer dans la ville de Kinshasa comme agence publicitaire si vous ne détenez pas un agrément délivré par la DGPEC. Malgré que la maladie à virus Ebola a été déclarée vaincue dans la province de l'Équateur, mais le coronavirus, lui, continue à se propager au sein de cette communauté. Et l'ONG Caritas Développement de l'Église catholique romaine a distribué les kits lave-mains, notamment dans les écoles. Question de sensibiliser la population et de le pousser à maintenir le geste barrière. José Mazao Soukouma. Atelier de transfert de compétences et matériel de lutte à la division provinciale de la santé province de l'Équateur entre la coordination provinciale de la riposte contre la maladie à virus Ebola et Covid-19 appelée à mettre fin à ces activités et la division provinciale de la santé qui prend la relève pour la continuité. Organisé par Dr Sylvain Bakoutou, chef du bureau en charge de l'hygiène et assainissement
de la division provinciale de la santé Équateur. Cet atelier de 5 jours qui regroupe environ 70 participants, prestataires de santé, de la prévention contre les infections PCI dues à la maladie à virus Ebola et COVID-19, s'inscrit dans le cadre de la passation des capacités, des compétences et matériels entre les commissions spécialisées de la dite coordination et la DPS, entendez Division provinciale de santé, au pro-santé de la zone de santé urbaine de Mbandaka. L'essentiel de cet atelier avec Dr Sylvain Bakoutou. Nous sommes dans un atelier de renforcement des capacités des prestataires en prévention et contrôle des infections au milieu hospitalier. Il y a deux types de prestataires. Il y a le médecin et les infirmiers comme prestataires de soins, et puis il y a les techniciens de surface que nous appelons communément les hygiénistes. Et ce sont ces prestataires-là qui sont en train d'être formés parce que vous savez, la province venait de faire face à une épidémie de la maladie à virus Ebola et maintenant nous sommes dans la phase de résilience. Nous devons renforcer les capacités des prestataires et tout le monde pour qu'on puisse faire face au cas où il y aura un cas suspect ou bien un cas confirmé qui passerait par la formation sanitaire. C'est la raison de cette formation. Parlons de cet atelier de passation de compétences et matériels de lutte contre la maladie à virus Ebola et la COVID-19 entre la coordination des ripostes qui s'arrête et la division provinciale de la santé qui prend la relève au centre culturel et touristique Tomonja de Mbandaka. Environ 70 professionnels de santé y prennent part. Encore une fois, Josema Zaosukuma. Fini la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, est à la résilience et la poursuite de la lutte contre la maladie à COVID-19. C'est dans cette optique que le Caritas Développement de l'Église catholique a remis un lot de sauve-mains à la division provinciale de l'EPST, Équateur 1, et aux écoles ciblées par ces projets. Et selon le Dr Olivier Nguila, directeur du bureau diocésain des œuvres médicales BEDOM, et au cadre de Caritas, malgré qu'Ebola est boosté hors la province de l'Équateur, la période de résilience court encore. Aussi, la COVID-19 continue son bonhomme de chemin à l'Équateur avec 3 nouveaux cas à Ingende. Dr Olivier Nguila. Adressons aux autorités du secteur enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique. Nous vous rappelons que la maladie à virus Ebola venait d'être, mais les dangers ont été de nous guetter encore. Nous avons encore les cas de Covid chez nous. Les derniers cas nous viennent de la zone de santé d'Ingende, où il y a 3 personnels du CDC qui sont contaminés. Et certainement ici chez nous, nous supposons qu'il y a aussi des cas. La Caritas, avec l'appui de Caritas Mbandaka Bikoro, avec l'appui de Caritas Espagne, nous voulons assister notre population. Raison pour laquelle aujourd'hui là nous sommes venus pour lancer cette activité en remettant symboliquement un kit de lave-main à la division du secteur. L'université CEPROMAD a désormais des diplômés des études supérieures en management. La présentation de ces diplômés a eu lieu hier vendredi par le professeur Nsaman Olutu Oscar. Sylvie Fortuné-Mboula Bandine Tumba. Ce vendredi 20 novembre 2020 était un grand jour pour cette institution qui a organisé pour la première fois la défense des diplômés en DEA. L'université CEPROMAD aligne désormais des diplômés des études supérieures approfondies en management. Dans les années 1984, quand on revenait comme jeune professeur de Maxwell, après 10 ans d'études, après avoir été reconnu comme premier Congolais docteur en management, il était question de pouvoir transformer en acte ce que nous avons pu accumuler comme science. L'option était de pouvoir introduire dans les systèmes éducatifs congolais la science et l'art du management qui en fait
avaient fait leur preuve dans d'autres cieux. Nous avons osé, aujourd'hui, nous avons réussi. On a osé parce qu'on a sollicité en premier lieu de pouvoir reconnaître la formation en management au niveau de premier cycle. Cela a été fait. Au niveau du deuxième cycle, cela a été fait. Aujourd'hui, nous sommes heureux de remercier le gouvernement qui a pu nous donner l'autorisation de pouvoir ouvrir le troisième cycle en management. 6 lauréats au total se sont soumis à cet exercice scientifique de haute portée. Un des membres du jury s'exprime. Nous avons le devoir d'encourager des initiatives de formation intellectuelle scientifique de nos jeunes. Nous n'avons pas le droit de reculer. Nous avons l'obligation de compter sur nos propres efforts pour pouvoir promouvoir effectivement la qualité de nos enseignements. Située au quartier Petro-Congo dans la commune de Massina, l'université CEPROMAD organise plusieurs autres options dont le management. Nous allons prendre à présent l'entretien que nous avons pu avoir avec un de nos compatriotes qui vit à Cape Town, où la ségrégation raciale, mieux la discrimination, refait surface avec de nombreuses conséquences. Regardez. Nous allons nous rendre à Cape Town, en Afrique du Sud, pour rencontrer Eddie Diakanoa, à qui je dis bonsoir, Eddie Diakanoa. Oui, bonsoir, Eric Izami. La première question, c'est celle de savoir, nous avions appris qu'hier, vendredi, à Cape Town, il y a eu cette affaire de ségrégation, mieux la discrimination raciale qui refait surface. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier, vendredi? Et nous avions appris qu'il y a eu des mouvements de parents noirs. Qu'en est-il exactement, Eddie? Ok. Ce vendredi, la population noire sud-africaine se donnait rendez-vous devant le poste fils de Brackenfell pour répondre au mot d'ordre lancé par leur leader pour un sit-in devant l'école Brackenfell High School suite à la discrimination qu'ont été victimes les élèves noirs de cet établissement scolaire la semaine dernière lors d'un concours organisé par quelques autorités de la province. Disons que dans la population, il n'y avait pas seulement les parents des élèves noirs, mais précisément les membres du parti IFF, dont le leader est Julius Malema, qui sont descendus sur le terrain, réclamant la fermeture pure et simple de cette école. Et justement, que fait le gouvernement sud-africain en ce moment par rapport à ces problèmes? Le gouvernement sud-africain jusque-là ne s'est pas encore prononcé. Ils ont promis de répondre à leurs desiderata au temps opportun. Mais entre-temps, la situation reste tendue entre les autorités de cette école, dirigée par les Blancs, et les partisans de ce parti politique. Et avec la ségrégation raciale, nous oserons dire que c'est difficile maintenant que d'être noir de peau et vivre en Afrique du Sud. Comment est-ce que vous, Eddie Diakanoa, avec votre famille, vous arrivez à vous en sortir avec les enfants, par exemple? Disons que dans la dure où vont les choses, l'apartheid tente à refaire surface. Simplement parce que dans les écoles où étudient les enfants blancs, il est difficile pour nos enfants qui sont noirs d'être admis dans ces écoles, quelle que soit son intelligence ou quel que soit son pourcentage. Le grand problème dans ce pays, c'est nous les étrangers, car nous sommes victimes de deux côtés, et du côté des Blancs et du côté des Noirs. Étant noirs et étrangers dans ce pays, si vous n'avez pas de documents, il est difficile pour vous de travailler. Donc, disons peut-être que ce sont nos enfants qui étudient ici, qui auront la chance de travailler dans ce pays, d'occuper de postes et de se créer des entreprises. Mais pour nous qui n'avons pas étudié ici,
il est un peu difficile pour nous de venir, de se créer des entreprises et surtout, sans papier, il est très difficile. Bon, s'il faut parler de la situation sociale dans ce pays, disons que la vie est très bonne, mais surtout, sans argent, sans emploi, on ne peut rien faire. Et merci Edi Diakanoa pour tous ces éclairages par rapport à cette problématique de ségrégation raciale qui jette de l'opprobre à notre Afrique commune. Bonne soirée à Cape Town. C'est plutôt moi qui vous remercie, Eric Izami. Merci à vous, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui vous suivent de partout dans le monde. Vous nous avez peut-être pris en cours de chemin, messieurs, dames, nous vous rappelons les principaux titres de ces journaux. La ségrégation raciale à la peau dure. En Afrique du Sud et particulièrement à Cape Town, les humains de peau noire ne sont plus bienvenus. Les écoles sont actuellement touchées, les parents ne savent plus où donner de la tête. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi et les Congolais, nous avons intérêt à revenir au pays, travailler pour l'améliorer, ainsi que nous le disons dans notre hymne national. Et portez-vous bien dans vos familles. Au revoir.